et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mercredi 14 décembre 2022, il est 10h30 et on est ensemble pour une heure de direct. Et pour la dernière de la semaine, un sujet très important. Oh, combien important, parce qu'on a tous fait, je pense, au moins une fois dans notre vie, l'automédication. Le thème du jour, c'est les dangers de l'automédication. Donc, si vous voulez témoigner, poser des questions ou partager avec nous votre expérience, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. Appelez-nous, on attend vos appels. Alors, c'est une pratique de plus en plus répandue. De nombreuses personnes se soignent avec des médicaments sans même se déplacer vers les médecins. L'automédication peut avoir des conséquences graves, mais le pire, c'est que certaines personnes prennent des médicaments dans un but purement esthétique. Eh oui, purement esthétique. Prendre du poids ou bien maigrir, sans savoir que les conséquences peuvent être fatales. Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous, professeur El Hadia Mansouri, maître de conférences en toxicologie, sous-directrice à la direction de la pharmacie au ministère de la Santé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci de nous avoir invités autour de cette thématique qui est très importante et qui constitue une problématique de santé publique. C'est un plaisir. Avec nous aussi docteur Mehdi Bouchen, vous êtes pharmacien, vice-président national de SNAPO, syndicat des pharmaciens. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation madame. Et Wahida Salmchrif, bonjour Wahida. Bonjour Monia. Ça va? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alors dans ta rubrique Wichel, tu vas nous parler de médicaments, comment les conserver, combien de temps, et on va parler aussi de la trousse de secours qui est très importante. Oui, il faut avoir une trousse de secours à la maison, c'est clair. Alors ma toute première question est la suivante. Est-ce qu'il y a une définition précise de l'automédication, professeur? Bien sûr, l'automédication, c'est de s'administrer soi-même des médicaments sans conseil pharmaceutique ou sans prescription médicale. À ce moment-là, on est dans une situation d'automédication. D'accord. Parce que souvent, on pense que prendre un paracétamol, prendre un paracétamol, de l'aspirine, ce genre de choses, prendre des compléments alimentaires, ce n'est pas de l'automédication. Est-ce qu'on peut mettre ça aussi dans la définition de l'automédication ? Bien évidemment, en fait, il faut faire très attention parce que même les molécules les plus simples, vous parlez de paracétamol, c'est une substance qui peut être très dangereuse et qui peut induire des effets très néfastes pour l'individu. Le paracétamol, si on dépasse les doses toxiques, il faut savoir que ça va avoir des effets délétères, notamment sur le foie, et ça peut aller jusqu'à la transplantation hépatique. Surtout que les doses qui peuvent engendrer ce genre d'effets néfastes sont très faibles pour un enfant. 60 mg par kilo, c'est très vite arrivé pour un enfant. Donc, quand on est une maman, son enfant a de la fièvre, il vaut mieux aller voir son pédiatre traitant plutôt que de lui administrer comme ça des médicaments à l'aveuglette. Oui, c'est clair. Même pour les adultes, en étant adulte, on se dit non, ça va aller. Pourvu que la douleur passe, je vais prendre un comprimé maintenant et puis on n'attend pas les 6 heures. Il faut attendre 6 heures entre chaque prise, c'est ça, de paracétamol. Il ne faut pas dépasser une certaine dose. Bien sûr, il y a une posologie, il y a une dose maximale à ne pas dépasser et c'est pour ça que dans ce genre de situation, il faut savoir qu'il y a des pathologies mineures qui peuvent être prises en charge par votre pharmacien d'officine. Donc quand vous allez au niveau de votre officine, c'est un peu la structure qui est premier point de contact entre le malade et le système de santé. Vous avez en face de vous un professionnel de la santé qui peut lui faire un interrogatoire pharmaceutique et voir s'il peut vous donner des médicaments. Vous pouvez, si c'est très mineur, vous pouvez prendre en charge ou sinon il va vous orienter, vous demander d'aller voir un médecin généralement. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça se passe comme ça souvent en pharmacie? Est-ce qu'on vient vous demander un médicament parce que voilà, j'ai un petit peu mal à la tête ou j'ai une petite toux? En fait, l'automédication est une réalité. Oui. C'est une démarche volontaire du patient. Nous, en officine, on reçoit des patients qui viennent volontairement demander des médicaments pour plusieurs raisons. Les raisons sont d'ordre financier, sont d'ordre d'urgence, parce que la pharmacie, c'est l'espace de santé ouvert et accessible à n'importe quel moment de la journée et gratuitement aux citoyens. Aussi, des fois, les patients sont désemparés. Ils ont besoin d'avoir accès à un professionnel tout de suite pour avoir un avis. Là, notre rôle est très important. En fait, on fait une orientation. Soit, quand la pathologie elle est minime, on peut délivrer certains médicaments. La loi nous le permet déjà. Si la pathologie est grave ou qui nécessite une prise en charge médicale, le pharmacien oriente automatiquement le patient vers une structure de santé, le pédiatre quand c'est le cas d'un enfant, les services d'urgence cardiologique quand c'est un problème cardiaque, ou carrément les services d'urgence. Mais c'est une réalité qui existe et qui existera toujours. Elle est permise par la loi, mais elle est cadrée. Elle est cadrée par la loi aussi. D'accord. Alors, est-ce que certains médicaments, c'est très bien que certains médicaments se vendent sans ordonnance,
le fait qu'ils se vendent sans ordonnance, ça veut dire qu'ils ne sont pas dangereux ou moins dangereux? Non, non, pas du tout. En fait, il y a une liste de médicaments qui peuvent être dispensés par le pharmacien d'officine sous ordonnance. Et là, le ministère de la Santé est en train de préparer un texte de loi dans ce sens qui va régir la dispensation des médicaments sur tous ces volets. Mais je vous dirais qu'il y a un paradigme en toxicologie qui vous dit que tout est toxique, rien n'est toxique, c'est la dose qui fait le poison. Alors, partant de ce principe, tout peut être dangereux pour la santé humaine. Du coup, il faut faire très attention et c'est pour ça que même les médicaments qui ne sont pas à prescription obligatoire, c'est un professionnel de la santé qui va vous les dispenser. Et le pharmacien va expliquer, va faire son interrogatoire, faire l'anamnèse, voir vos symptômes, vous poser des questions si vous prenez d'autres médicaments pour éviter les interactions médicamenteuses parce qu'en fait, c'est lui le gestionnaire de la pharmacothérapie. Et c'est à ce moment-là qu'il peut décider de vous donner ces médicaments et il va vous donner ça avec une posologie, avec une durée à ne pas dépasser et une dose à ne pas dépasser. D'accord. Mais souvent, quand on fait une ordonnance, même quand on va chez le médecin qui nous fait une ordonnance et puis qu'on achète nos médicaments, tout dans la loi, tout se passe bien et tout ça, c'est pas de l'automédication, mais on pratique quand même un peu d'automédication dans le sens où le médecin m'a demandé de le prendre après les repas. Je ne comprends pas pourquoi, mais moi, ça m'arrange plus de le prendre avant les repas. Ou le médecin m'a demandé de le prendre bien avant de dormir. Ou alors, j'ai encore mal, je vais rajouter une petite dose, ça ne fera pas de mal. On a ce genre de comportement, et il faut le dire, on se retrouve à faire ça. C'est le médecin qui m'a dit, mais je peux très bien rajouter mon petit grain de sel. Alors, si le médecin nous demande de prendre le médicament au milieu des repas ou en fin de repas, ou alors bien avant d'aller se coucher, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà. Effectivement, donc il faut toujours respecter les consignes qui sont données par votre médecin ou par votre pharmacien pour certaines substances. Pendant le repas, après le repas ou avant le repas, c'est très important parce qu'un médicament, c'est une substance qu'on va ingérer, qui va passer dans notre digestif et pour pouvoir agir, il faut qu'il passe au niveau du compartiment sanguin. Et cette absorption peut être influencée selon qu'il soit administré avant, pendant ou après le repas. Il faut gérer aussi les interactions pour éviter qu'il y ait des compétitions. Par exemple, si vous prenez certaines molécules avec des aliments, vous allez empêcher l'absorption de certains minéraux ou de certaines vitamines qui sont nécessaires pour le corps humain. C'est pour ça qu'on invite quand même les patients et les citoyens à respecter les consignes qui sont données par les professionnels de la santé quant à la prise de médicaments. Et à lire les notices aussi, même si c'est écrit tout petit, et souvent quand on lit les notices, c'est un peu anxiogène, il faut dire la vérité, c'est un peu anxiogène quand on lit tous les effets indésirables qui sont soit rares, soit pas rares, et tout de suite on a ces symptômes-là, on se dit « Ah non, c'est bon, j'ai tout ça ». En fait, les notices, quand vous les lisez, vous n'avez plus envie de prendre des médicaments. La réglementation oblige les producteurs à mettre tous les effets indésirables, même s'il y a un cas sur 1 million de personnes, ils sont obligés de les mettre. Par rapport à la prise de médicaments, je reviens à votre question de tout à l'heure, chaque médicament a une histoire. Le pharmacien est là pour dispenser les médicaments et aussi conseiller le patient de la meilleure manière pour le prendre. Je donne l'exemple par exemple de certains antibiotiques. Leur absorption est meilleure avant la prise des repas. Certains anti-inflammatoires, très connus comme le diclofénac, ne peuvent être pris qu'au milieu des repas pour des raisons évidentes de douleur. Douleur au ventre, voilà, on a mal au ventre après ça. Oui. Vous avez aussi des antiémétiques pour les vomissements. Vous ne pouvez pas les prendre pendant le repas. Il faut les prendre au moins 15 à 20 minutes avant le repas. Question personnelle, les antiémétiques, est-ce que c'est vraiment efficace? Oui, sincèrement, c'est efficace. Nous l'avons remarqué chez nos patients tout le temps pendant les épisodes. Antiémétique, c'est antivomitif pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un antiémétique. C'est surtout pour les enfants parce que j'ai remarqué, je vais rentrer un peu dans mon personnel, quand on donne un antiémétique aux enfants, souvent la première réaction c'est. Il vomit. Voilà. En fait, il y a plusieurs cas. Dans ce cas-là, généralement, les médecins passent à la forme suppositoire. D'accord. Donc, elle est plus efficace dans un premier temps. Après, ils repassent aussi vers la forme sirop. Donc la prise est très importante. Par exemple, vous prenez des produits pour la tension artérielle. Les cardiologues aiment les prescrire en début de journée, sachant que la charge de stress a eu lieu durant la journée. La tension artérielle monte durant la journée, alors que le soir, quand on est à la maison, la tension baisse. On est relaxé, on est détendu. Donc les moments de prise de médicaments sont très importants. Le praticien hospitalier, le médecin et le pharmacien sont là pour guider les patients, les malades,
pour une meilleure prise en charge de leur pathologie. C'est très important. Ouais, souvent on nous dit qu'il faut prendre le médicament toujours à la même heure, toujours soit le matin, soit bien avant de manger, soit... Et quand on oublie ce médicament justement et qu'on n'a pas le praticien qui n'est pas disponible tout de suite et en général on se dit bon c'est pas grave, je vais prendre 2 doses, celle d'hier et celle d'aujourd'hui et ça ira mieux après. Il faudrait surtout pas le faire, il faut toujours se rapprocher soit du médecin ou du pharmacien qui vous dira quoi faire. Dans certains médicaments, c'est possible de le faire. Dans d'autres, c'est impossible, voire contre-indiqué carrément. D'accord. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder un reportage de notre journaliste Yasmine Belhidja qui, justement, nous parle de l'automédication et on revient tout de suite après. L'idée de se faire traiter sans passer par la case médecin ne semble pas gêner certains. Antalgiques, vitamines et même certains antibiotiques font l'objet d'automédication. Un geste banal, mais loin d'être anodin. Pourtant, beaucoup affirment avoir déjà pris des médicaments sans l'avis de leur médecin. Oui, effectivement, on observe plus de 80% de la population qui achète sans ordonnance. Donc, une fois qu'ils ont quelques petits symptômes, on va dire, donc une petite toux, une petite fièvre mais vraiment bénigne, ils se retrouvent à demander des antibiotiques. Très peu de la population donc, se dirige vers le médecin, on peut voir donc on va dire dans les 20%. 20% donc sont encore conscients et demandent l'avis de leur médecin. شخصي لا فارماسي نقول له كيما نقولوا اني نكح ولا كشعفسه هكذا هو يعطي لي الدواء بلا ما نظل نروح للسبيطار. En effet, prendre des médicaments pour calmer des douleurs ou soigner un rhume peut être une solution rapide. Néanmoins, demander l'avis d'un médecin reste nécessaire pour un meilleur diagnostic. دابا كي يكون المرض زعما غراف ولا سي نورمال نروح للطبيب باش يمد لي دواء باسكو ماشي مليح نخلطوا في دوابات. مي اذا كان المرض زعما سامبل توجعني حاشاك درستي ولا راسي ولا جوغ دواء تاعهم باينين تسمى هذاك الدواء كنت شربته من قبل ولا نروح ديريكتومون نقول لهم مد لي هذاك الدواء ونشربه. Quand ils ont des grippes, quand ils ont des petites, surtout le mal de dents. Le mal de dents, une fois qu'ils ont un tout petit peu mal à la dent, au lieu d'aller voir le médecin pour éviter l'abcès dentaire, pour éviter une cellulite, ils se retrouvent à demander des anti-inflammatoires. On essaye de leur expliquer au maximum, mais ils préfèrent avoir recours à l'automédication que de se diriger vers le médecin. Ils disent que c'est une perte de temps et qu'il va juste leur donner l'antibiotique qu'ils sont venus acheter. Non, إذا كانوا يديروا بزاف لازم نروح نطبيب بيان سور. إذا كانوا يديروا خفاف نروح للفارماسيان ديريكت. يكون إذا كان الدواء كان باين وكشغل ديجا سييته من قبل ديريكت نروح للفارماسيان. إذا كان الدواء جامي سييته ولا نروح للطبيب. Prendre un médicament sans ordonnance peut masquer certains symptômes et fausser l'interprétation du médecin. Le pharmacien reste un conseil à ne pas négliger en cas d'automédication. Moi, je dirais qu'il est préférable, c'est vrai, d'aller voir un médecin, parce que le médecin est seul, peut-être qu'il y a un autre problème, peut-être qu'il y a une autre maladie, peut-être qu'il y a une autre infection. Donc, on ne peut pas définir nous-mêmes, par exemple, quand il y a une grippe, un état fébrile, on prend Doliprane, on prend le paracétamol, on connaît tout ça. Mais ça dépend, parce qu'actuellement, c'est un peu difficile de définir. Il y a la grippe qui est en train de faire son plein. Il y a les angines, il y a les pharyngites, il y a les... Alors, meilleur conseil, c'est de revoir son médecin, d'aller voir le médecin. C'est vrai que, bon, médecin, comme la visite actuellement, elle est un peu chère, les gens mal couchent. Moi, je pense que aller voir un médecin à l'hôpital gratuitement et Rabbi jib shfa. Prendre un médicament pour ses maux de tête ou son mal de gorge est un geste courant pour certains. Mais pour d'autres, cela peut présenter un danger. C'est pourquoi il est vivement recommandé de demander conseil à un professionnel de la santé avant toute médication. Ben voilà, on a eu surtout ce qui m'a interpellée, c'était le témoignage de la jeune fille qui disait si un médicament que j'ai déjà pris avant, ben je vais aller le reprendre sans aller voir le médecin, mais si c'est un médicament que je connais pas, là à ce moment-là, je vais demander et tout ça. Souvent, on a tendance à, on tombe malade, on a une ordonnance, on prend nos médicaments. Et on réplique soi-même. Voilà, dès qu'on a un ami, un voisin ou quelqu'un qui est dans la même situation, ah j'ai eu la même chose, tiens, je rade les doigts, il m'en reste un peu, tiens, et tu rajoutes la suite, c'est le traitement qu'on m'a donné. Et souvent, ça se passe aussi au niveau, par exemple, de la fratrie des enfants. Quand le premier tombe malade, on sait que le deuxième, il a eu la même chose parce qu'il a été contaminé, donc pas besoin d'aller voir le médecin, je vais lui donner la même chose. Et ça peut être très, très dangereux, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. La médecine, c'est quand même une science qui est individualisée. Hein. On ne peut pas calquer, même pour soi-même, une prescription qui a été donnée dans des circonstances bien définies.
D'accord. On a l'exemple des antibiotiques, par exemple, qui ne sont pas des molécules anodines. Parce que si on les utilise mal, on risque de faire des résistances aux antibiotiques. Hein, et ça reste quand même dangereux. Ça veut dire que lorsqu'on retombe malade, si on reprend l'antibiotique, il est plus efficace. Voilà. Et à ce moment-là, il faudra monter dans la puissance, dans un autre palier d'antibiotiques. Et à un moment donné, si la personne a une maladie très grave, on n'aura plus d'antibiotiques pour la traiter. Alors du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas se ruer automatiquement sur certains médicaments. Toujours aller vers le professionnel de la santé. L'officine est un espace qui est ouvert gratuitement. Il faut aller demander au moins conseil à son pharmacien d'officine dans un premier temps. D'accord. D'accord. Surtout pas calquer cela parce que les doses qui conviennent à un individu ne sont pas les mêmes, même dans une fratrie, même quand on est dans le cadre d'une fratrie, et parfois même pour soi-même, la pathologie, nous ne sommes pas médecins. Il y a aussi un autre phénomène, c'est s'automédiquer sur Internet. Il ne faut jamais comparer sa recherche sur Google au diplôme du médecin. Si on met nos symptômes sur Google, on a toutes les maladies du monde. Voilà, ça aussi c'est un phénomène, parce que des fois même les médecins, même les pharmaciens sont confrontés à cela. Le patient qui vient, il dit non, moi j'ai trouvé ça sur Internet. Docteur Google m'a dit. Voilà, il ne faut pas comparer vos recherches Google au diplôme des docteurs que sont les professionnels de la santé. Parce que c'est toute une science, c'est aussi un art, et du coup, il faut aller demander l'avis, le conseil, et c'est le professionnel de la santé qui va poser le diagnostic, qui va personnaliser la prise en charge thérapeutique. Et même si on n'a pas, par exemple, parce qu'on a vu dans le témoignage, on n'a pas les moyens d'aller revoir un médecin, il y a les centres de soins, il y a les dispensaires, il y a l'hôpital, il y a les urgences et tout ça, et là c'est gratuit, on peut très bien aller se faire soigner. Vous voulez réagir, docteur? Oui, je voulais dire aussi que en fait, les pathologies de l'automédication sont très claires et très simples. Soit quand c'est la fatigue, donc les gens demandent des vitamines, il y a les syndromes grippaux, donc les gens, les patients viennent demander des produits pour la grippe. Là, vraiment, le pharmacien, il faut qu'il intervienne. Il y a des médicaments très très simples, très connus, qui peuvent être dangereux pour les personnes qui sont hypertendues, qui ont des hypertrophies de la prostate. Aussi, il y a la toux. Donc la toux, c'est très difficile à gérer. Comme c'est un produit sucré, donc il faut toujours poser la question si la personne est diabétique ou non. Est-ce que la toux elle est sèche, elle n'est pas sèche? Il y a aussi le c'est pas toujours évident de savoir si une toux est sèche ou pas sèche. Actuellement, il y a des sirops pour les deux toux, mais c'est difficile de trouver le type de toux, surtout chez l'enfant, qui n'arrive pas à s'exprimer aussi. Il y a aussi les douleurs, tout ce qui est douleur dorsale, tout ce qui est c'est très courant aussi. Et pendant les saisons estivales, il y a les diarrhées et vomissements. Donc c'est répétitif. Certains problèmes de la peau. Allergies, petites brûlures, donc le piqûre de moustique. Donc en fait, on a une gamme de produits qu'on peut conseiller et ça se fait normalement dans le monde. Le souci en fait, c'est les personnes qui viennent, qui vous disent donnez-moi un antibiotique. Là vraiment, c'est difficile de dire non. Parce qu'ils prennent Est-ce que le pharmacien a le droit de donner un antibiotique sans ordonnance? Non, il n'a pas le droit. Après, la réalité c'est quoi? C'est qu'il est 22h, il a commencé à prendre ses produits, il a terminé sa boîte, il lui faut la suite. Il faut qu'il continue, c'est 8 jours, c'est ça. J'ai vu mon voisin qui est médecin, j'ai eu la même chose la semaine passée, c'est très 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 difficile, surtout dans le cadre de l'urgence. Vous avez aussi des douleurs dentaires aussi. Ils veulent automatiquement prendre des anti-inflammatoires. Il faut leur expliquer qu'il y a des paliers de la douleur. C'est-à-dire la douleur, on ne peut pas la traiter directement. Et le patient toujours pense à sa nuit. Il faut qu'il dorme cette nuit. Demain, je vais aller chez le médecin. Mais on a remarqué aussi que quand on sensibilise le patient, lui dire qu'il faut traiter son problème directement, à 50-70%, le problème est réglé. Mais généralement les pathologies sont précises. Il n'y a pas... On ne va pas traiter une hypertension en pharmacie ou des problèmes. On a aussi des petits bobos. Des problèmes oculaires aussi. On a des fois des petites poussières, des petites allergies. Là aussi, on peut traiter en officine. Nous avons des produits à dispensation officinale. Il y a une autre forme d'automédication et c'est abus esthétique surtout. Le but est soit de prendre du poids, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, beaucoup de jeunes filles juste avant leur mariage veulent prendre du poids parce que voilà, c'est comme ça. Donc du coup, elles se mettent à prendre souvent des corticoïdes et ne savent pas quels sont les dangers des corticoïdes. J'ai eu un témoignage hier, justement, j'en ai parlé à un médecin qui m'a tout simplement dit, on a eu une patiente qui a pris pendant 6 mois des corticoïdes pour pouvoir prendre du poids
et être belle le jour de son mariage. Et du coup, elle s'est retrouvée avec une nécrose de la tête du péroné. Je ne sais pas ce que c'est que la tête du péroné, je sais qu'une nécrose c'est grave, mais après, voilà, on a tendance à faire ça. Je vais prendre un médicament pour prendre du poids, je vais prendre un médicament pour avoir bonne mine et tout ça. Et c'est à but esthétique. Donc ce n'est même plus le fait d'arrêter la douleur. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on prend un médicament sans qu'il y ait présence d'un symptôme où il y a un détournement d'usage au fait du médicament pour un effet qu'on recherche. Et ici, c'est un but esthétique. Ça peut être grossir, ça peut être maigrir, mais on voit aussi certaines pratiques chez les jeunes qui font certaines pratiques, on va dire, de dopage dans le milieu sportif où on veut vraiment avoir des muscles en utilisant certaines hormones, etc. et qui peut être très dangereux pour la santé de la personne. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite, mais comme vous avez dit, c'est des molécules qui ont une toxicité chronique, mais quelques mois après, la personne peut avoir des problématiques de ce genre. Parfois, c'est le foie, parce que le foie, c'est l'organe qui a la machinerie enzymatique nécessaire à métaboliser et à prendre en charge tous les xénobiotiques qu'on consomme. On va dire c'est le purificateur du corps. Voilà, c'est le purificateur du corps. Il faut faire attention les reins, les antalgiques. On parle d'antalgiques, c'est vrai que le foie, mais attention, un abus d'anti-inflammatoires, c'est une néphrotoxicité à long terme. Vous pouvez avoir des lésions au niveau du rein qui peuvent aller vers l'insuffisance rénale. Et qui dit insuffisance rénale, quand même, c'est une infirmité qui est très importante, c'est la dialyse. Oui. Alors du coup, il ne faut surtout pas prendre ça à la légère. Il faut se dire, non, mais je vais quand même prendre tous les jours un diclofénac ou un paracétamol pendant des mois. Vous ne voyez pas les choses arriver, mais à un moment donné, vous avez quand même des lésions ou des pathologies qui restent très graves pour la personne. Et pour donc les anti-inflammatoires, les corticoïdes, ceux qui prennent des corticoïdes, est-ce qu'on a le droit déjà de vendre des corticoïdes sans ordonnance? Non. Si on arrive à s'en procurer de son voisin, de son ami, de qui que ce soit, quels sont les risques justement sur la santé? Les risques sont assez graves. En fait, je reviens vers votre question de tout à l'heure. Ça a commencé par les réseaux sociaux. Oui, justement. Donc les personnes qui veulent prendre du poids avant leur mariage, ça a commencé par les réseaux sociaux. Prendre du poids ou maigrir, parce que maigrir, on prend aussi un traitement pour le diabétique. Exactement. Donc il y a des vidéos toutes prêtes. Oui. On donne le nom des médicaments. C'est des corticoïdes, je suis d'accord. Aussi des comprimés, des antihistaminiques qui font dormir. Oui. Qui dit dormir fait grossir. Oui. Donc ils ont les recettes. Le souci des corticoïdes, c'est que normalement leur usage il est limité dans le temps, avec un régime spécial sans sel pour éviter de prendre de l'eau au niveau des faciès, etc. Mais le mésusage peut entraîner beaucoup de maladies, d'hypertension artérielle, une baisse de l'immunité qui va entraîner aussi beaucoup de pathologies, et même aussi au long terme de l'infertilité, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux. Donc c'est très très dangereux. En officine, à 99%, on ne vend pas de corticoïdes comme cela. Parce que généralement, c'est des personnes qui prennent des corticoïdes sur une longue durée. Ce n'est pas sur une semaine ou 10 jours. Généralement, c'est sur 2 mois ou 3 mois. Et on essaie de les sensibiliser. Mais des fois aussi, vous avez des personnes qui ont une deadline. Ils vous disent, je vais me marier dans un mois, je suis obligé de prendre du poids, Je pense qu'elles font le tour des pharmacies aussi, qu'elles essaient d'avoir une boîte par là, une boîte par-ci, et elles utilisent un autre langage, une urgence, c'est mon médicament, je l'ai perdu. Voilà. Donc c'est terrible quand même. Oui, c'est terrible, c'est assez grave. Et oui, vous voulez réagir, docteur ? Non, c'est quelque chose quand même qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, parce que le collègue vient d'énumérer quand même les potentiels effets indésirables qui sont quand même très, très méchants par rapport à vouloir prendre quelques kilos avant son mariage ou pour un événement donné. Je pense que la balance bénéfice-risque ici, elle est claire. Il faut éviter d'avoir recours à ce genre de pratiques, quel que soit le justificatif. Exactement. Et à un certain moment, avec la pandémie, justement, on a beaucoup fait de l'automédication à un certain moment, parce qu'on se dit, bon, c'était vitamine C, zinc, je ne me rappelle plus de tout ce qu'on a, magnésium aussi, donc de l'azithromycine, donc on se retrouvait tous chez les pharmaciens à faire le plein. À un certain moment, il n'y en avait plus parce que tout le monde en achetait. Et le souci, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences de la prise justement de l'excès de vitamine C, du zinc et tout ça sur le corps. En fait, il faut revenir à l'histoire, c'est qu'au début du Covid, on ne connaissait pas cette maladie. Donc, et aussi, les structures de santé publiques étaient débordées, privées étaient fermées. Donc le patient ne trouvait en face de lui que le pharmacien. On était désarmés. Au début, on mettait des gants. Il faut se rappeler qu'on mettait des gants, qu'on mettait des bavettes.
qu'on mettait des vitres. On avait peur, on n'avait aucune information. Bon, pharmaciens d'officine algériens ont été formés par le ministère de la Santé pour la gestion du Covid. On a été formés, ça a été fait au niveau national, certains en présentiel, mais la plupart par les réseaux. Donc, on a essayé d'orienter les patients. Aussi, vous vous rappelez aussi, il y avait des ordonnances type, avec un antibiotique qui se donnait partout. Oui, mais aussi on évitait toutes les salles d'attente et tout ça pour éviter la contamination. Donc on évitait d'aller à l'hôpital, on évitait d'aller quoi que ce soit. C'était une situation exceptionnelle. Ce qu'on faisait à cette époque aussi, on avait des informations qui disaient qu'il fallait prendre de la vitamine D tout le temps. J'allais revenir sur la vitamine D, justement. Qu'il fallait prendre de la vitamine C, zinc. C'est des informations connues. La vitamine D ne peut pas faire de mal. La vitamine C aussi. Par contre, le zinc, à certaines doses, peut faire du mal. Donc, nous, en officine, on conseille aux patients de prendre la vitamine C et du zinc sur une dizaine de jours. Prendre de la vitamine C, ne pas dépasser le 1 gramme par jour. La vitamine D, en fait, une ampoule vous suffit pour 3 mois réellement si vous n'êtes pas en insuffisance. Donc, on fait du conseil. Mais en situation d'urgence, c'est très difficile de dire au patient je ne peux pas vous donner cet antibiotique. Pour la simple raison, il va vous dire je vais mourir alors. Tout le monde donne ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, au niveau des tous les médecins dans tous les services donnaient des ordonnances type. Et il y avait tellement de patients malades, surtout en période de pic. De pic, exactement. Juillet je me rappelle très bien de juillet 2020. 2021 aussi. Mars 2020, c'était des périodes, décembre 2020, c'était des périodes où en officine, il y avait beaucoup de patients. Aussi, quand tout était fermé en mars 2020, nous en officine, on a été autorisés par le ministère du Travail à faire le renouvellement des ordonnances sans que le patient parte chez le médecin. Tellement que la situation était catastrophique. Donc, on était autorisés à dispenser des médicaments par carte Chifa sans ordonnance. Cela dénote la gravité de la situation sanitaire. Donc on était là, on faisait du renouvellement d'ordonnances et d'orientation de patients. Mais c'était difficile. Il faut se rappeler que c'était difficile. Mais il fallait pas lier à ce moment-là à l'urgence. Voilà, exactement. C'est une situation vraiment exceptionnelle. On n'a pas fermé. On a travaillé on était avec nos patients pendant toute cette pandémie. Bon, après aussi, maintenant, il faut rééquilibrer un peu le domaine d'automédication. C'est difficile, mais on va le faire. Là, il faut rappeler que quand même, la situation de la pandémie, c'était une situation inédite, dans le monde entier. Exactement, c'était même l'incertitude scientifique, où même les protocoles thérapeutiques avaient évolué, et il y a eu un réflexe de consommateur de vouloir acheter, faire son stock de médicaments, parce que c'était la première fois qu'on voyait, mois de mars 2020, tout était fermé, on ne savait pas ce qui allait se passer, etc. Mais il faut toujours faire très attention. Toujours très attention. Là, le collègue vient de dire que même pour la gestion de la Covid, si les pharmaciens d'officine avaient dispensé certains médicaments et avaient donné des vitamines sous conseil, ils ont été formés pour la prise en charge du patient Covid, sur tout le circuit de prise en charge, à quel moment ils pouvaient se permettre de dispenser ça et à quel moment il fallait absolument réorienter le malade vers une structure de santé. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette configuration. Heureusement, la pandémie, ça se calme, du moins dans notre pays. Et le secteur de la santé est en train d'avoir une feuille de route afin de mettre à disposition des malades des consultations d'urgence, même dans les structures de proximité. Dans les EPSP, il y a une consultation aussi aujourd'hui d'urgence, mais aussi, c'est-à-dire que les EPSP sont ouverts, certains EPSP sont ouverts 7 jours sur 7, H24, et vous avez aussi une consultation spécialisée pour laisser les grandes structures telles que les CHU, que pour les cas vraiment graves, éviter justement les longues files d'attente, etc. On a aussi tendance à prendre, vous parlez de la vitamine D, on a aussi tendance à prendre la vitamine D dès qu'on se sent un petit peu mollasson, qu'on se sent un petit peu fatigué, un petit peu déprimé, on se dit, enfin, c'est tout le monde qui dit, tu dois manquer de vitamine D, tu devrais prendre de la vitamine D, les ampoules là qu'on prend. Certaines personnes prennent ça pratiquement une fois par mois, ou d'autres se disent, bon, pendant l'hiver, je vais en prendre une, mais on ne connaît pas, est-ce qu'il y a un danger par rapport à la surdose de vitamine D? Bien sûr, c'est un médicament.
toujours. D'accord. La vitamine D agit sur le métabolisme phosphocalcique. Ça veut dire qu'elle va réguler tout ce qui est calcium, phosphore dans le corps. Qui dit calcium dit échange ionique. Et à un moment donné, ça peut retentir aussi sur la fonction cardiaque si c'est réellement vraiment dans de très fortes doses. Alors, la vitamine D, juste pour information, il y a des pesticides, il y a des raticides à base de vitamine D. Ah oui. Ah bah oui, on peut tuer un rat avec certains produits raticides qui sont faits à base de vitamine D. Donc c'est grave de prendre. Il faut faire attention. Voilà, occasionnellement, nous sommes dans un pays méditerranéen, nous avons beaucoup de soleil. Alors, du coup, normalement, les carences en vitamine D, il faut d'abord les faire diagnostiquer. Voilà, prendre régulièrement. Plus que la dose, chaque semaine, une ampoule de vitamine D sans qu'il y ait un avis médical ou un conseil pharmaceutique, ça peut être dangereux, surtout sur certaines catégories ou chez certaines personnes vulnérables. D'accord, donc la vitamine, oui. En fait, l'hypervitaminose D existe, mais la mode de la vitamine D a commencé bien avant le Covid. Hein. Oui, bien avant, bien sûr. On se rappelle, juste avant le Covid, toutes les personnes, je viens de la doser, les gens se... Et puis sur Internet, je trouvais pas mal d'informations sur la vitamine D, comme quoi on déprimait quand on n'en avait pas assez. Exactement, elle est bonne pendant l'hiver, il y a des comprimés. Donc c'est une mode. Nous, en officine, on a remarqué, moi personnellement, j'exerce depuis plus de 20 ans, on avait une quinzaine, une vingtaine de boîtes tous les 3 mois. Là, les quantités, elles sont fois 10, fois 20. Tout le monde prend de la vitamine D. Il y a les enfants qui prennent de la vitamine D dès leur plus jeune âge. Oui. Il y a les personnes âgées qui ont plus de 60 ans qui prennent de la vitamine D, qui ont de l'ostéoporose, des problèmes d'os, etc., qui en prennent. Il y a des personnes qui sont stressées qui prennent de la vitamine D. Donc, il y a une médiatisation de la vitamine D. Mais après aussi, il faut savoir qu'une ampoule de vitamine D contient 200 000 unités. C'est largement suffisant pour 3 mois en cas d'hypovitaminose. Mais si votre dosage est bon, vous n'avez pas besoin de le prendre. Donc la vitamine D, il faut vraiment la doser avant d'en prendre. Il ne faut pas se dire chaque hiver, je vais en prendre une. Non, le souci aussi, c'est qu'avant, on sortait, on marchait, il y avait du soleil. Oui. Là, la vie moderne n'en sort plus, on est couvert tout le temps, on ne se met plus au niveau de nos balcons. On est face à des écrans, la lumière des écrans, au lieu d'être face à la lumière du soleil. Exactement, nos parents sortaient, marchaient. On restait dehors, là, personne n'est au soleil. On reste un peu au soleil durant l'été, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il y a en fait une carence de vitamine D. Elle est réelle, mais pas à ce point quand même. D'accord. Et justement, le fait de prendre des médicaments seuls à la maison, on a tendance à dire je vais prendre ça pour ce mal-là, et je vais prendre ça parce que j'ai une toux, je vais prendre ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour essayer de guérir chaque bobo, mais on ne pense pas à l'interaction qu'il y a entre chaque médicament. Un médicament qui annule l'effet de l'autre ou un médicament qui va donner un autre effet qui est beaucoup plus dangereux. En fait, en officine, dès qu'il y a une demande, la première question qu'on pose, vous prenez quoi comme médicament? Oui. La base de la questionnaire, il faut faire un questionnaire automatiquement. Si on voit que le patient est polytaré, c'est-à-dire qu'il a plusieurs médicaments, qu'il prend plusieurs médicaments, là on oriente automatiquement vers le médecin. S'il est hypertendu, diabétique, il a plein de problèmes, il y a des risques d'interaction extraordinaires. Là, on peut aller vers un complément alimentaire, un produit naturel, on peut donner ça aussi. Mais sinon, il faut toujours poser la question, vous avez quoi exactement, vous prenez quoi exactement comme produit? À ce moment-là, on peut décider quelle approche thérapeutique faire par rapport au patient. On sait le faire, mais aussi il faut que le patient il faut que le patient coopère avec nous. Oui. Parce que le patient, des fois, aussi dans sa tête, on m'a dit que ce médicament était bon. Là, le rôle du pharmacien aussi, c'est de dire non, on le fait. C'est difficile, mais on le fait. Voilà. D'accord. Oui, professeur? Effectivement, là, il faut faire attention. La gestion des interactions médicamenteuses, ça peut, comme vous avez dit, induire une inefficacité thérapeutique. Ça veut dire que votre médicament n'est plus efficace. Vous avez l'exemple de certaines pilules contraceptives. Si vous les prenez avec d'autres médicaments, la pilule, elle est inefficace. Ou vous pouvez potentialiser l'effet d'un des deux médicaments. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, en forte hypotension ou en forte hypoglycémie, etc. Ou carrément induire un nouveau effet qui est inattendu. À ce moment-là, il est indésirable. Alors, du coup, c'est pour ça qu'il est très important de réellement tout déclarer à son pharmacien lorsqu'on veut se procurer un médicament. Et l'interaction, ça se passe aussi avec les tisanes et avec, par exemple, les huiles essentielles. Parce qu'on se dit, bon, je prends le médicament, mais je vais me booster encore un petit peu plus avec une tisane ou avec de l'huile essentielle. Ça, c'est pour le faire Il s'agit des inhalateurs. Des inhalateurs, voilà, en inhalation, ce genre de choses. Donc, il y a aussi une interaction, il ne faut pas non plus mélanger les deux. Je vais vous donner des exemples très simples.
Il y a des mamans qui se présentent au niveau des officines, elles veulent prendre des médicaments. Après, elles ne vous disent pas qu'elles allaitent. Donc là, déjà, on pose la question, vous allaitez, madame? Elle vous dit oui. Des mamans qui sont enceintes, donc déjà, elles veulent prendre des anti-inflammatoires, elles ne vous le disent pas, madame, vous êtes enceinte, il y a un danger. Donc le rôle du pharmacien, c'est toujours d'orienter les parents. Un produit BOM, le VIC, ce qu'on appelle communément le VIC, il est contre-indiqué aux enfants de moins de 6 ans. C'est-à-dire, les gens, ils viennent, je vais lui mettre du VIC, il respire mal. On ne peut pas donner du VIC à un enfant. Donc, c'est pour cela qu'il faut venir en officine, poser les questions et ne pas utiliser des médicaments de manière autonome. Vous pouvez créer une allergie au niveau de la peau. L'enfant va commencer à se gratter. C'est-à-dire, au lieu de régler un problème, vous allez créer 2 autres problèmes. Donc, il y a plein de médicaments qui paraissent anodins, qui paraissent très anodins, qui sont en réalité très dangereux, que ce soit des médicaments ou des compléments alimentaires. Donc, toujours poser la question au pharmacien ou au médecin, mais ne pas suivre les réseaux sociaux, parce qu'en fait, comme a dit la collègue, chaque patient est une personne spécifique. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. D'accord, très bien. Alors, tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida Salim Cherif, WeShare, et on revient tout de suite après le jingle. Alors, Wahida. Donc, on parle de médicaments aujourd'hui et on a tous chez nous un petit stock à la maison, mais on ne sait pas où le conserver exactement. Donc, Mounia, toi, tu conserves où tes médicaments? Tu les conserves où? Alors, moi, je vais être simple, je les conserve en hauteur pour qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants. Voilà. D'accord. Et loin de la chaleur et tout ça. Ça dépend de chaque médicament. Voilà, c'est très important. Donc, la plupart des médicaments peuvent être conservés à température ambiante, donc de préférence dans un endroit sec. Pas à la salle de bain ni à la cuisine. Donc, il faut éviter, parce qu'on a tendance à mettre nos médicaments dans un petit meuble quand on improvise à la salle de bain, alors quand on prend notre douche et tout, avec la chaleur et la vapeur. Il y a l'humidité. À la cuisine, quand on prépare à manger et tout, c'est pas évident. Donc, il faut choisir une armoire qu'on peut mettre dans une chambre où elle est tout le temps sec ou avec une température ambiante. Voilà. Et si vous conservez vos médicaments correctement, ils ne vont pas se détériorer rapidement. Certains médicaments doivent être conservés au réfrigérateur. D'autres, on les met tout simplement, on les garde dans leur boîte à un endroit sec. C'est pour ça qu'il faut bien lire ce qui est écrit sur la notice ou sur l'emballage. Voilà. Exactement. Une fois qu'on a conservé nos médicaments, donc je tombe malade, ça dépend de la durée de mon traitement, ça peut être 1 semaine, 10 jours, et je les laisse des années ou des mois. Ou des semaines, et je reviens dès que j'ai les mêmes symptômes qu'il y a 6 mois ou 5 mois, je vais me dire, tiens, j'ai les médicaments de la dernière fois, je vais les réutiliser. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible de le faire? En fait, chaque médicament a une histoire. Oui. Déjà, il faut contrôler si le médicament n'est pas périmé. Donc, la première chose, voir si le médicament est périmé, n'est pas périmé, vous pouvez l'utiliser. Il y a des médicaments, par exemple, prends les collyres, on ne peut pas les utiliser plus de 15 jours après. Les sirops, dès que vous les ouvrez, des fois, sur certains sirops qui sont très sucrés, vous avez 1 mois, des fois, vous avez 2 mois. Justement, par rapport au sirop, souvent le paracétamol pour les enfants, quand les enfants tombent malades, le sirop, on va prendre 1 cuillère, 2 cuillères maximum, ça va faire la semaine. Dès qu'il n'a plus de fièvre, on ne lui donne plus. Et le sirop, la bouteille, reste. On en fait. Est-ce qu'on peut la réutiliser ou une fois ouverte, combien de temps on peut la garder? Moi, sincèrement, je déconseille aux parents de garder les sirops parce qu'en fait, il y a mes usages. Ils l'utilisent carrément dans leur bouche. Il y a des bactéries qui rentrent. Des fois, on le laisse ouvert. Comme c'est des flacons opaques, on ne doit pas les laisser au soleil, on les laisse devant la fenêtre, il y a du soleil qui les touche, on les enlève leur emballage. Et comme c'est un produit sucré, c'est un milieu idéal pour les bactéries. Pour les bactéries, pour la prolifération des bactéries. Oui. Généralement, ce n'est pas des produits chers, c'est des produits qui ne dépassent pas les 200-300 dinars. Exactement. Donc on conseille toujours aux parents de les jeter, carrément. Après, tout ce qui est suppositoire... S'ils sont bien conservés, juste par rapport au sirop, s'ils sont bien conservés, si on n'utilise pas directement la bouteille ou même parfois on utilise le bouchon, donc ça peut se conserver entre 3 mois jusqu'à 6 mois. Mais il faut toujours lire sur les boîtes et sur les notices. Parce qu'une fois après ouverture, attention, mais il faut bien les conserver, donc au réfrigérateur. En fait, chaque sirop est un cas. Vous pouvez par exemple, paracétamol, c'est écrit, il y a des marques de paracétamol, c'est écrit 2 mois, des marques écrit 1 mois. En fait, même le volume du sirop, vous avez du paracétamol, actuellement il y a un grand volume. Il y a un grand volume. Oui, justement, c'est une grande bouteille pour enfants. Vous trouvez 2 mois. Des fois, des petits volumes, vous trouvez 1 mois. Oui. C'est-à-dire ça dépend aussi du volume. Il y a même ceux qu'on mélange. À la base, c'est une poudre et après on rajoute de l'eau.
et on les mélange. Ça, c'est des antibiotiques. Ça, il faut les jeter. Il faut les jeter. Voilà. Ceux-là, il faut les jeter. Justement, une fois qu'on les utilise, donc il faudra les jeter, il ne faut pas les conserver. Généralement, les parents, quand ils restent, ils les gardent des mois et des mois après, quand l'enfant il a les mêmes symptômes, ils les réutilisent alors que ça peut aggraver. Responsable. Un milieu de culture. Voilà, justement le sirop, enfin le médicament avec lequel, en poudre et auquel on rajoute de l'eau, s'il change de couleur. En fait, j'ai compris votre question. Parce que je le vis. Donc... J'ai eu un patient hier qui a pris de l'acide clavulanique et de l'amoxicilline, qui revient paniqué. Il m'a dit la poudre était blanche. Quand je l'ai reconstituée, elle est devenue jaune. Non, pas à ce moment-là. Quand le liquide, après 2 jours, surtout quand il fait très chaud, ça devient jaunâtre. C'était l'augmentin, c'est ça? L'augmentin, exactement. Voilà. Et est-ce qu'il est toujours bon ou on change En fait, cette molécule spécialement, l'amoxicilline, l'acide clavulanique, c'est décrit dans la nomenclature qui change de couleur et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter, ça devient jaune. Donc les parents reviennent chez nous, voilà, il était blanc, il est devenu jaune. En fait, c'est l'acide clavulanique qui prend cette couleur légèrement jaunâtre. Ça dépend de la marque, ça dépend. D'ailleurs, nous, on utilise sous forme sachet. Des fois, on le trouve un peu jaune. Donc, c'est décrit, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et toujours aussi efficace. Toujours aussi efficace. D'accord. Ça rassure les parents. De se fier quand même et de respecter les conditions de conservation qui sont mentionnées sur la notice et sur la boîte de votre médicament. Ça, c'est toujours votre référence. Donc, au cas de doute, si vous doutez que vous n'avez pas bien conservé votre médicament, je pense qu'il vaut mieux l'écarter et ne pas l'utiliser en cas de doute. D'accord. Et pour les gélules, donc, il faut les conserver pendant 1 an après ouverture, mais toujours les garder dans leur boîte. Vous avez remarqué en ce moment, la tendance, c'est les petites boîtes qu'on trouve en pharmacie ou dans certains points de vente, où on met nos médicaments pelluliers, exactement, avec les dates et tout. Les gens suivent un peu la tendance sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils arrivent chez eux, ils ouvrent leurs gélules et ils les mettent dans la boîte en plastique et ils les conservent pendant des mois. Et ça, c'est très nocif. En fait, le souci dans ce cas-là, c'est qu'on ne connaît pas la date de péremption de ce produit. On n'a aucune idée. Donc, je déconseille aux patients de le faire. Si vous avez un usage de la semaine, un pilulier de la semaine, du mois, quand c'est des maladies chroniques. Voilà. Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt de mettre toutes les pilules dans C'est souvent pour les maladies chroniques qui ont plusieurs maladies, plusieurs comprimés à prendre. Donc, le pilulier, c'est vrai que ça aide à dire, voilà, le lundi, parce que souvent on oublie, on se dit, le lundi, est-ce que j'ai pris? Vérifie la boîte du lundi. Ah oui, finalement, j'ai pris. On a beaucoup de médicaments et tout, mais voilà, il ne faut pas suivre les tendances, encore une fois. Il y a aussi les pommades en tube, donc elles peuvent être également conservées pendant 1 an après ouverture, mais la pommade en pot ne peut pas être conservée pendant plus de 3 mois. C'est tout à fait normal parce que le tube, en fait, le point d'accès à la pommade est très infime. Par contre, le pot, c'est un accès très important sur infection. C'est comme pour les crèmes pour le visage et tout ça. On nous demande toujours de prendre une spatule pour ne pas contaminer avec le doigt. Éviter de contaminer son produit parce qu'on est tous porteurs quand même d'une flore, donc de bactéries. Exactement. Et du coup, il faut bien utiliser son produit. Un médicament qu'on garde beaucoup chez nous, il s'agit des gouttes. On avait parlé tout à l'heure. Et vous m'avez parlé des gouttes, comment les conserver? Effectivement, pour les gouttes, surtout pour les collyres, pour les yeux qui sont très sensibles, il faut toujours se fier également à ce qui est écrit sur la notice. Il y en a qui se conservent 15 jours, il y en a aussi 3 ou 4 semaines. Donc, ça diffère d'un produit à un autre, il faut vraiment respecter ça. Et tout ce qui est auriculaire, oculaire, d'accord, auriculaire et nasal. Pareil, dans 15 jours. Idem. Il y a toujours des consignes, des modalités de conservation et d'utilisation après ouverture qui sont mentionnées sur la notice et sur votre ça peut aller emballage. De 15 jours jusqu'à 3 mois. Donc encore une fois, il faut tout lire, même si c'est écrit en petits caractères, mais tout est notifié. Prendre une loupe. Oui, voilà, j'ai bien noté en caractère gradation. En fait, vous avez raison, parce qu'en fait, par rapport aux enfants, les gouttes, c'est un dispositif. Vous appuyez pour que le produit sorte. Quand vous lisez la notice, ils vous disent de nettoyer l'embout et vous le gardez pendant 3 mois. Pour les collyres, en fait, il y a des collyres sans conservateur. C'est un dispositif, ce n'est pas des gouttes comme avant. Donc, c'est 8 semaines maximum. Mais en général, tout ce qui est antibiotique, quand c'est un milieu stérile quand même, c'est maximum 15 jours ou 1 mois quand c'est des médicaments pour le glaucome. Donc, il faut faire très attention. On ne va pas régler un problème pour créer un autre. C'est ça le souci en fait. C'est clair. Parce que c'est vrai, justement, on a tendance à garder les médicaments chez nous et on les réutilise et ça ne donne pas un effet que ce qu'on avait eu auparavant. Et on va voir le médecin et il dit oui, mais vous m'avez donné il y a 1 mois de cela le même traitement et je l'ai utilisé, mais comment vous l'avez conservé et est-ce que vous l'avez bien utilisé? Ça, là, on passe à autre chose. On a tous une trousse de secours chez nous, ou presque. Mais en tout cas, c'est un outil
outil qui est indispensable et on devrait tous l'avoir chez nous. Vous avez remarqué, vous aussi, dans votre officine, vous vendez, je pense, les trousses de premier secours. Exactement. Et parfois, j'ai remarqué ces dernières années, elle contient des outils qu'on n'utilise pas spécialement. Destinés aux professionnels, on va dire. Ou des personnes aguerries. En général, il y a deux types de personnes qui achètent les trousses de secours. Il y a des gens qui sont obligés par la loi. C'est les transporteurs, les taxieurs, certains commerces. Maintenant, les commerces sont obligés. Vous avez un salon de coiffure, il est obligé d'avoir une trousse de secours. Donc, après, il y a d'autres personnes qui sont très consciencieuses, qui veulent avoir une petite trousse de secours à la maison. Donc, ils veulent des sparadraps, ils veulent des produits pour la fièvre, pour leurs enfants, ils veulent des pommades en cas de brûlure. Du mercurochrome ou de l'éosine à cause un peu d'alcool. Donc ça existe. Non, on demande toujours aux patients de contrôler ces trousses parce qu'en fait c'est des produits périssables. On ne peut pas utiliser et destiner à l'urgence. Le jour où on en aura besoin, on sera obligé de les utiliser. On préfère que ces produits ne soient pas périmés en fait. Donc on leur dit de les utiliser. Ce qu'on devrait conseiller à nos téléspectateurs aujourd'hui, s'ils veulent acheter une trousse de secours, l'idéal c'est d'avoir un thermomètre. Exactement. Une boîte de compresse stérile, donc ça c'est très important, de la maille élastique en cas de besoin, du sparadrap, des pansements, un ciseau, alors des médicaments qui sont nécessaires ou qu'on pourrait avoir, par exemple de l'aspirine ou du paracétamol, sinon un flacon d'alcool et aussi un flacon d'antiseptique non coloré. Parce qu'on a tendance à prendre de la bétadine ou à prendre le mercurochrome ou doigt l'ahmar. Voilà, dès qu'on a un petit bobo, on en met. Du mercurochrome, voilà. Oui, on en met. Et puis parfois, quand on est obligé d'aller voir un médecin quand il y a une infection, c'est difficile de pouvoir voir l'état de la blessure, l'état de la blessure, exactement. La plaie, comment elle est tout autour, si elle est rouge ou pas. Parce que malheureusement, on a mis un produit avec couleur. J'ajouterais un produit pour les brûlures. Généralement, la pommade, généralement, les urgences et les brûlures. Hein, pendant le mois de Ramadan, pendant l'été. Donc c'est très 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 courant durant le mouloud avec les pétards. Donc il y a des brûlures aussi. C'est très très courant. Et les services des urgences sont pleins pendant cette période-là. Alors pour ceux qui ont des petites trousses de secours à la maison, je vous conseille de mettre, parce que généralement quand on a des numéros d'urgence, on ne les retient pas en tête. Et si par exemple on a un petit accident à la maison et qu'on a notre enfant qui veut nous aider, mettez toujours un numéro de téléphone d'urgence. Par exemple, en cas d'urgence, je mets le numéro des deux parents. Par exemple, si moi je tombe malade, ils peuvent appeler leur papa ou un membre de ma famille. Et sinon, je mets la police, la protection civile et le médecin de famille. Ça, c'est très important à faire. Nous, ce qu'on fait en officine généralement, et ce qu'on dit aux gens, c'est de se rapprocher toujours du centre de santé de leur résidence. Quand c'est des petits bobos, des petites angines, des douleurs, dans toutes les communes d'Algérie, dans toutes les villes d'Algérie, pas spécialement le grand hôpital, hein, il y a des urgences. Par exemple, moi j'habite à Bab Hassan, dans une petite ville. Maintenant, il y a une structure d'urgence. Dans toutes les villes d'Algérie, il y a des structures d'urgence. Après, pour être orienté, vous pouvez appeler soit la police, soit aller vers des grandes structures de santé. Mais il faut toujours savoir pourquoi y aller. Il ne faut pas encombrer les structures de santé. Et il faut laisser accès aux soins aux personnes vraiment dans le danger. Donc toujours, il faut avant d'alerter, il faut savoir où partir. Donc c'est très important. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des structures qui vous aident, il y a une aide médicale téléphonique. Hein. Vous avez l'exemple des centres antipoison. Si vous avez un enfant, vous avez parlé tout à l'heure que vous conserviez vos médicaments en hauteur, parce que c'est aussi un risque d'avoir des médicaments à la maison. Le nombre d'intoxications accidentelles, c'est très très fréquent chez l'enfant. Et du coup, il y a des gestes à faire en premier lieu avant d'aller aux structures d'urgence. Parfois, il ne faut pas faire quelque chose. Donc du coup, il faut appeler le centre antipoison. Les numéros sont disponibles sur les sites web du ministère de la Santé ou carrément sur Internet. N'hésitez pas à appeler. Vous avez un médecin au bout du fil qui vous dit parfois, si un enfant ingère par exemple un produit caustique, il ne faut surtout pas le faire vomir. Alors qu'on aurait tendance à croire qu'en le faisant vomir, c'est justement ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc ça aussi, il ne faut pas oublier. Le SAMU, ce sont des lignes d'urgence qui peuvent être utilisées en cas de problème et si on veut être orienté rapidement. Très bien. D'ailleurs, même quand on appelle la protection civile, ils ont des médecins sur place, donc il faudra bien expliquer la situation
raconter au détail près ce qui s'est passé pour qu'ils puissent vous orienter, vous expliquer et nous conseiller quoi dire en cas de besoin. Bien sûr, ça c'est le réflexe qu'il faut avoir. Quand on appelle aux urgences, il faut toujours dire c'est quoi la situation, où vous êtes, quel est l'état de votre malade, et on peut déjà vous orienter par téléphone, et c'est comme ça qu'on peut prendre en charge la personne. Très bien. Et quand on a justement des médicaments, bon, à la maison, on l'a bien expliqué, on a les antibiotiques. Une fois que c'est pour les antibiotiques, une fois qu'on a fini avec notre traitement, on peut les retourner vers le pharmacien. Oui ou non? C'est ce qui se fait actuellement. C'est ce qui se fait actuellement. En fait, parce que pour une simple raison, c'est que le pharmacien a des conventions d'incinération. D'accord. On a des produits périmés, on ne peut pas les jeter dans la nature. Justement, j'allais y venir pour les produits périmés. Donc parce on que les incinère. Oui. On les incinère. Donc on peut, avec ces produits périmés, moi je fais le tri dans les médicaments, et la dernière fois je me suis retrouvée avec un sac plein de médicaments périmés, entre sirop, comprimés, pas mal de choses comme ça, et je me suis posé la question, j'en fais quoi? Pour le pharmacien, je sais qu'il récupère tout ce qui est médicaments toujours qui n'est pas périmé, tout simplement, mais pour les médicaments qui sont périmés, je ne peux pas les jeter dans la poubelle, ni dans les évacuations pour ne pas non plus polluer. Donc du coup, à qui doit-on les pharmaciens? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. D'accord. Mais ce qui se fait actuellement, c'est vrai que les patients vont directement vers la personne qui leur a délivré les médicaments. Donc nous, d'une manière naturelle, on reprend les médicaments de nos patients, qu'ils soient périmés ou non, et on les incinère. Actuellement, il y a une nouvelle approche du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement et des pharmaciens pour régler au niveau national ce sujet. Donc c'est l'avenir, vous pouvez en parler. Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir qu'un médicament, d'un point de vue réglementaire, c'est considéré comme un déchet dangereux. Donc, une fois qu'il est périmé, c'est un déchet dangereux, donc il ne faut surtout pas le jeter avec ses ordures ou dans ses canalisations. Parce qu'après, bien évidemment, il faut savoir qu'on risque de contaminer notre environnement. Ça va nous revenir quelque part dans notre eau de robinet ou dans notre alimentation. Exactement. Même si on devait les jeter dans les ordures, il pourrait être récupéré par soit des enfants, soit des personnes à l'extérieur, et ça pourrait être dangereux. Donc là, il y a un projet qui est en cours pour réglementer et mettre en place un réseau de récupération et de destruction de ces produits en fin de vie. D'accord. Il faut savoir aussi que la loi n'autorise que le pharmacien d'officine à détenir et à dispenser les produits pharmaceutiques. Donc on ne peut pas donner des médicaments à des tierces personnes ou à des tierces organisations autres que le pharmacien d'officine. Et ça doit être réglementé parce qu'il faudra protéger le pharmacien d'officine, parce qu'il y a des médicaments qui sont dangereux, tels que les psychotropes, qui sont régis quand même par une réglementation très spécifique. C'est des produits qui sont tracés pour éviter leur mésusage et le détournement d'usage vers d'autres pratiques. Donc il y a un travail qui est en train de faire entre les différents partenaires, le secteur de la santé, de l'environnement et les représentations professionnels des pharmaciens d'officine, pour mettre un circuit dans ce sens afin de récupérer les médicaments en fin de vie et les médicaments non utilisés. Oui, en fait, je représente le syndicat national des pharmaciens d'officine SNAPO. On veut formaliser ce circuit, c'est-à-dire on veut que tout citoyen algérien ait une démarche normale dans tout le territoire national. Et il prend ses médicaments, il ne faut plus les réutiliser. Je vais vous dire pourquoi il ne faut plus les réutiliser. Parce qu'en fait, qui veut garantir que ce médicament a été bien conservé? Je ne peux pas garantir à mes patients, même si vous me donnez un médicament, vous avez pris 2 comprimés, 1 comprimé, je ne peux pas lui dire que ce médicament est bon. Je lui explique. Il y a des patients qui prennent des médicaments, donc la pharmacie. Ils les laissent dans la voiture pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, dans le froid, dans la chaleur. Oh là, j'ai utilisé 2 comprimés. Je ne peux pas donner à un patient qui est malade un médicament. Personne ne pourra prendre sa responsabilité. D'où l'intérêt de carrément les incinérer. Les dons des associations, c'est encore pire, parce qu'en fait, qui peut, premièrement, c'est interdit. Les associations n'ont pas le droit de distribuer les médicaments. Si elles avaient ce droit, il faudrait qu'elles recrutent des pharmaciens, c'est interdit. Mais qui pourrait aussi dispenser les médicaments? Qui pourrait expliquer l'origine de ces médicaments? Parce qu'en fait, il y a aussi un trafic en parallèle de ces médicaments. Donc l'État, la réglementation existe, mais maintenant il faut la formaliser. Où la déposer? Qui va l'incinérer, comment l'incinérer et quelle périodicité aussi. C'est-à-dire, on les laisse en pharmacie pendant 1 an, et chez 6 mois, 1 année. Donc il y a un travail qui est fait en fait entre le ministère de la Santé,
ministère de l'Industrie pharmaceutique, certaines entreprises publiques comme Saïda, parce qu'elle a des incinérateurs, et aussi surtout le ministère de l'Environnement. C'est des produits toxiques. Si vous les jetez dans les poubelles, vous allez contaminer les agents, les entreprises publiques de l'environnement. Si vous les jetez au niveau des sanitaires, ou comme ça se faisait avant, vous allez contaminer les nappes phréatiques. Sachez qu'au niveau des entreprises pharmaceutiques, il y a des stations qui traitent l'eau qui est utilisée dans les usines. Même l'eau qui est rejetée dans les évacuations est traitée. Donc c'est vraiment très toxique. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Notre syndicat, le syndicat des pharmaciens SNAPO, a fait plusieurs propositions de telle manière que ces produits-là ne restent pas chez le patient, ne restent pas trop au niveau de la pharmacie et que ça soit détruit très rapidement au niveau national. Actuellement, il y a beaucoup de sociétés qui font de l'incinération en Algérie, des conditions particulières. On ne peut pas incinérer où on veut. Il faut que ça soit à 200 mètres d'une habitation, il faut qu'ils aient des autorisations de transport. Ce n'est pas n'importe qui transporte des médicaments. Donc c'est très réglementé. C'est pour ça que quand on prend un traitement, il faut toujours avoir son ordonnance sur soi, surtout si c'est des antidépresseurs, des somnifères, ce genre de choses. Il faut toujours avoir son ordonnance sur soi, n'est-ce pas? Parce que là, à ce moment-là, on pourrait avoir des soucis. C'est très réglementé. La prescription des psychotropes est très réglementée. Il faut avoir l'ordonnance. Si vous la remettez à votre pharmacien lors de l'achat par il faut avoir une copie. Le pharmacien vous remet une copie avec un tampon, pourquoi vous l'avez acheté, c'est vos médicaments. Et aussi les rendre aux pharmaciens, nous, quand nous incinérons nos psychotropes, la personne qui incinère le psychotrope, elle regarde les médicaments, c'est-à-dire elle voit que c'est des psychotropes. C'est-à-dire c'est très réglementé, c'est-à-dire l'incinération en elle-même est très réglementée. Donc il y a un travail, j'espère que ça va se faire début de l'année 2023, pour faire un système comme ça se fait ailleurs en Europe, la récupération, recyclage, recyclage ou incinération. D'accord. Un dernier conseil justement aux téléspectateurs, ceux qui s'automédiquent ou ceux qui prennent des compléments alimentaires, ceux qui aiment prendre de la vitamine C parce qu'ils se sentent un peu raplapla et tout ça, un dernier conseil pour tous les téléspectateurs? Il faut être très 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 vigilant. Le médicament, c'est un xénobiotique, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Ça peut être dangereux, vous pouvez mettre en péril votre santé. Du coup, n'hésitez jamais à prendre le conseil de votre pharmacien ou de votre professionnel de la santé avant de prendre ces médicaments ou de les donner surtout à une tierce personne, un jeune enfant ou une personne âgée. Ou une personne ou une femme enceinte par exemple aussi. Oui, une personne. Je dirais aussi toujours demander conseil au pharmacien, oui, mais si la pathologie est grave ou que les syndromes persistent, toujours consulter son médecin. C'est-à-dire, si on est fatigué depuis un mois, qu'on prend des vitamines depuis un mois, ça ne change rien. Il faut aller vraiment vers son médecin. Ou si on a un problème de santé et que ça ne répond pas à l'automédication, il faut aller vers le médecin. C'est le rôle du pharmacien. Quand on voit que la situation ne s'améliore pas, on oriente automatiquement nos patients vers les médecins. Voilà. Et les vendeurs en pharmacie, parce qu'il n'y a pas que des pharmaciens. Alors, les vendeurs en pharmacie, en fait, en officine, c'est une équipe officinale. Il n'y a pas que le pharmacien. Comme c'est devenu une activité très administrative avec le dispositif chiffre, etc., ce qu'on fait en pharmacie, on a une équipe officinale qu'on forme. On fait des briefings tous les jours. Ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Et actuellement, en officine aussi, il y a des pharmaciens assistants. vous avez l'impression que ce ne soit pas des pharmaciens, c'est des pharmaciens comme les pharmaciens titulaires qui font leur travail et qui sont bien formés et qui sont toujours sous la responsabilité du pharmacien titulaire. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Donc ne vous automédiquez pas, ne prenez pas des médicaments si vous n'êtes pas bien, une petite consultation chez le médecin ou chez votre pharmacien, ou alors dans les centres médicaux du quartier, de la ville, ou aller à l'hôpital quand c'est vraiment urgent, voilà, de proximité. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. Professeur Al-Hadia Mansouri, vous êtes maître de conférence en toxicologie, sous-directrice de la direction de la pharmacie au ministère de la Santé. Merci pour votre participation. Merci pour votre invitation et pour cette thématique très intéressante. C'est un plaisir. Et docteur Mehdi Bouchen, vous êtes pharmacien vice-président national de SNAPO, syndicat des pharmaciens. Pharmaciens, c'est ça? Oui. Merci. Merci à vous aussi, c'est très intéressant, c'est très instructif aussi. Merci beaucoup. Merci Wahida. On se dit rendez-vous demain? Lundi. C'est déjà fini. Oui, c'est fini. C'est déjà la fin de la semaine, donc on se retrouve lundi. La semaine prochaine. Voilà, pour une nouvelle semaine avec de nouveaux thèmes.
Même chaîne. Voilà, toujours même heure, même chaîne, 10h30, 11h30 en direct du lundi au mercredi. C'est Ma famille, ma vie. On est là pour vous accompagner, répondre peut-être à vos questions. N'hésitez surtout pas à nous appeler. C'est à la fin de l'émission, mais je vous le rappelle, on ne sait jamais. La prochaine fois, vous l'aurez déjà en tête, 021 23 98 91. Appelez-nous. Bonne fin de journée. Au revoir.